Le coup de projecteur de l'éclaireur, Patricia Serrazek avec vous. Nous recevons aujourd'hui Éric Dénessé pour nous parler de la situation au Proche-Orient. Éric Dénessé est un ancien officier analyste au secrétariat général de la Défense nationale. Il est docteur en sciences politiques. Il est aussi le directeur du Centre français de recherche sur le renseignement. Avec lui, nous revenons sur le conflit à Gaza, au Liban, et sur la situation au Proche-Orient autour d'une question centrale. Pourquoi est-on incapable de faire respecter le droit international et dont l'intrusion de 2 chars israéliens dans le périmètre des casques bleus au Liban est la dernière illustration? Pourquoi cette inaction? Que révèle-t-elle d'intérêt particulier? Alors que derrière les discours et de molles réactions politiques sont plus d'effets, les opinions s'exaspèrent de voir Israël multiplier les provocations et massacres. Depuis 1948, Israël n'a quasiment jamais appliqué aucune des résolutions, de 129 en tout, des Nations Unies. Éric Dénessé, bonjour. On a vu que le conflit qui continue dans la bande de Gaza s'extrapole aussi au Liban. Est-ce qu'il y a véritablement un risque d'embrasement ou est-ce que c'est contenu quand même par les États-Unis et qu'on peut exclure un embrasement du Moyen-Orient? Alors effectivement, c'est la vraie question la plus importante, c'est y a-t-il un risque d'embrasement régional ? Pour l'instant, il semble que ce soit contenu, mais en réalité, c'est un petit peu, je dirais, la roulette russe, quoi. Selon l'attitude que va prendre Netanyahou, selon la manière dont les Américains le conseilleront, selon la réaction iranienne, ça, on peut continuer dans une forme, on va pas dire d'apaisement, mais on va dire de contrôle, comme ça peut totalement déraper. Parce que si on fait le bilan, bien sûr, il faut repartir des attentats du 7 octobre, même si ce n'est pas le début du conflit israélo-palestinien qui a commencé dès 48, mais ces attentats barbares du 7 octobre justifiaient une réaction israélienne, ça c'est évident. Maintenant, cette réaction a été disproportionnée. Que les Israéliens aient fait après le 7 octobre ce qui s'était passé lors de la vengeance de Munich, c'est en éliminant tous les cadres des forces armées, des branches armées du Hamas, voire les leaders politiques du Hamas, personne n'aurait versé une larme. On sait que c'est à la fois un groupe terroriste et un groupe islamiste radical. Bon, il faut aussi rappeler qu'il a quand même été indirectement encouragé par Israël parce que ça intéressait bien l'État hébreu d'avoir un adversaire islamiste pour poursuivre sa politique. Quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé le 7 octobre est horrible. Maintenant, c'est absolument inadmissible de voir l'ultra-réaction israélienne. Là, on n'est plus dans la loi du talion. C'est-à-dire que pour une victime de leur côté, ils en ont fait entre 20 et 40 en face. Voilà, ça c'est pour une démocratie, pour le peuple qui a été victime de la Shoah, pour moi, c'est quelque chose d'inadmissible. Puis, bien sûr, on les voit après étendre le conflit face au Hezbollah. Encore une fois, le Hezbollah, bien sûr, tire des roquettes sur Israël, même si j'observe qu'ils ont fait d'une certaine manière le minimum syndical depuis le 8 octobre et le début de la réaction de Tsahal. Il n'en demeure pas moins que près de 100 000 personnes ont dû être évacuées de la frontière nord. Je rappelle quand même qu'une grande partie des frappes du Hezbollah visent plutôt les sites militaires que délibérément les civils, même s'il y a des victimes civiles. Maintenant, Israël a profité du contexte pour aller détruire son adversaire. Quand je dis Israël, je crois qu'il faut être bien conscient qu'on a, je pense qu'on peut le qualifier ainsi, avec Netanyahou et son gouvernement, un régime suprémaciste. Que ce soit Ben Gvir, les autres ministres, ce sont des provocations permanentes sur l'esplanade des mosquées, en Cisjordanie. Voilà, donc ils poussent, et finalement, tant qu'il n'y a pas de résistance en face, soit parce que l'Occident les laisse faire, soit parce que leurs adversaires n'ont pas les moyens de réagir, eh bien ils avancent. On le voit au Liban depuis maintenant près de 3 semaines. Voilà, donc d'une certaine manière, on peut aussi dire que Netanyahou a de l'audace et de la chance. C'est absolument pas une chance pour les habitants de la région. Je pense pas que ce soit du tout une chance pour l'État d'Israël non plus, puisqu'à terme, il va se retrouver beaucoup plus menacé parce qu'il est en train de créer 10 générations de terroristes qui n'auront de cesse de vouloir se venger. Donc voilà, pour une petite victoire à court terme, on est en train d'hypothéquer l'avenir à long terme.
Mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux parce que là, on voit qu'il y a des frappes au sud Liban. Je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à l'invasion du pays, mais est-ce qu'il y a d'autres enjeux derrière cette régionalisation? C'est-à-dire finalement, en se disant que plus le conflit va devenir gros, plus ça sera peut-être compliqué d'intervenir pour l'ONU, par exemple? Pour moi, il y a 4 enjeux principaux. Le premier, c'est pour l'État hébreu, assurer sa sécurité. Effectivement, encore une fois, je ne reviens pas sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, qui est une affaire très complexe dans laquelle l'œuf et la poule se disputent, je dirais, l'origine de l'hostilité. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les Israéliens sont victimes régulièrement depuis des décennies d'actes terroristes auxquels ils ripostent en faisant eux-mêmes des victimes civiles. Donc ça, c'est le premier enjeu, c'est la préoccupation constante de l'État hébreu d'assurer sa sécurité, mais parfois en faisant en sorte d'avoir à ses frontières des adversaires qui sont suffisamment agressifs pour en permanence justifier certaines de ses actions et demander un soutien à l'Occident. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on a beaucoup vu et dont on a beaucoup parlé, c'est la situation personnelle de Benjamin Netanyahou. Il faut rappeler qu'il était extrêmement impopulaire ces dernières années. Il a tenté de réformer le système judiciaire israélien avec ce qui a déclenché des manifestations monstres, des oppositions internes, y compris dans les services de renseignement et les armées très très fortes. Ça c'est sa position personnelle, et le conflit de Gaza et les attaques du 7 octobre finalement lui ont permis de passer entre les gouttes, et ça lui permet d'apparaître un peu comme celui qui règle la situation et qui va peut-être évitera comme ça un certain nombre de procès. Certains vont jusqu'à dire qu'il aurait laissé faire une attaque du Hamas. J'ai pas d'éléments sur ce point. Il y a des éléments troublants, je le concède, mais il faut se garder de théories conspirationnistes de cette nature, faute d'avoir plus de preuves. Le troisième élément, c'est qu'une fois que cette opération à Gaza a commencé, au bout de quasiment 3 à 6 mois, on a vu que ça avait aliéné tout le soutien des opinions occidentales à Israël. Pas celui des États occidentaux encore, mais celui des opinions occidentales à Israël. Et petit à petit, un véritable rejet s'est mis en place. Je parle bien de rejet à l'égard de la politique de l'État hébreu, et non pas d'actes d'antisémitisme, même si c'est quelque chose que nous avons en France, mais qui sont, à mon avis, tout à fait des choses tout à fait différentes. Donc les opinions ont commencé à être très choquées, y compris ceux qui soutiennent traditionnellement Israël, comme moi. Et donc Netanyahou s'est retrouvé dans une situation où il s'est dit, avec son entourage, finalement la seule solution pour nous d'éviter de perdre ce soutien, c'est finalement de mettre l'État hébreu dans une situation où son existence même pourrait être en question. Et donc, il est parti encore plus loin, en attaquant le Hezbollah, en menant des actions aussi bien au Yémen, en Syrie, en provoquant Téhéran. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire pour provoquer Téhéran, les deux États sont à couteau tiré. Et donc, de ce point de vue-là, ça a mis finalement l'État hébreu en situation de victime, avec quasiment 4 ou 5 fronts sur lesquels il doit se battre, et ça perpétue finalement le soutien occidental à Tel Aviv. Et sur ce plan-là, on peut dire que sa stratégie, encore une fois, a réussi. Et puis, bien sûr, le quatrième niveau, c'est la volonté qu'ont les Américains, les néoconservateurs américains depuis très longtemps, excusez-moi la trivialité, de se farcir l'Iran, de renverser ce régime, et donc certains, c'était pas le cas de tout le monde aux États-Unis, se disent que c'est là une occasion rêvée de s'en prendre à Téhéran. Donc voilà, on a ces quatre niveaux d'affrontement qui se combinent, et ce qui rend une situation extrêmement complexe. Les Américains qui sont peut-être les seuls à même de pouvoir faire un peu tampon, non, dans la région. On a l'impression que c'est un petit peu le garde-fou, c'est-à-dire que si Netanyahou doit bien avoir conscience que s'il va trop loin, peut-être il aura plus le soutien des Américains. J'imagine que l'Iran doit aussi modérer sa position au risque que les États-Unis interviennent dans le conflit. Ce sont les arbitres, les Américains, sur ce conflit. Oui, mais en même temps, il y a plusieurs choses. Pour commencer par l'Iran, on sait que l'Iran a joué un rôle pas encore très clair dans les attentats du 7 octobre. Le but de Téhéran, c'était de faire en sorte que les accords d'Abraham soient caducs, soient annulés. Et donc, Téhéran, le Hezbollah et le Hamas se sont rencontrés à de nombreuses reprises au cours de l'année 2022. Le Hamas avait fait part de sa volonté de mener une opération majeure en essayant d'y associer ses partenaires, ce qui n'avait pas été accepté ni par le Hezbollah ni par Téhéran, mais qui n'ont rien fait pour empêcher le Hamas de mener ses opérations, ce qui a servi leur cause. Maintenant,
est-ce que les Américains jouent un rôle de tampon? Alors oui et non. Pourquoi? Parce que il y a une situation très complexe à Washington depuis, on peut dire, 2021, c'est-à-dire le milieu du mandat Biden, vu que l'homme est comment dire, on va dire grabataire, mais il est totalement, on le voit bien, il ne contrôle plus rien. Donc on a toujours des divergences entre les différents centres de pouvoir, que ce soit le Pentagone, la CIA, le Conseil de sécurité, les néoconservateurs qui sont autour de Sullivan et Blinken, donc plutôt département d'État et Conseil de sécurité, et les uns et les autres n'ont pas les mêmes points de vue, aussi bien sur la guerre en Russie que sur la situation au Proche-Orient. Il faut rajouter à ça, alors je vais y venir, qui est pour, qui est contre, mais il faut rajouter aussi à cela la capacité d'influence qu'a Netanyahou sur les États-Unis. Parce que il ne faut pas l'oublier, les Israéliens font ce qu'ils veulent. Netanyahou et la communauté juive américaine ont une capacité d'influence sur les élections américaines qui est très forte. Que ce soit avec la Jewish Defense League ou avec l'AIPAC. Donc, ne croyons pas que les Américains ont tant de capacité de pression que ça sur Israël. Et il faut aussi se dire que les Israéliens ont une énorme capacité d'influence sur ce qui se passe aux États-Unis. Et vu qu'on a des néoconservateurs qui sont par tradition un soutien de l'État hébreu et par tradition aussi très opposé au régime iranien. D'un côté, on a des gens qui poussent et de l'autre côté, on a plutôt le Pentagone, Biden pour ce qu'il en reste, si je puis dire, qui eux sont beaucoup plus opposés à une escalade, qui freinent des cas de fer. Et on le voit d'ailleurs sur les situations actuelles à la suite des frappes iraniennes. D'un côté, les Américains ont dit aux Israéliens ne frappez pas les installations nucléaires parce que ça va partir dans une guerre totale. En même temps, il faut dire que les Israéliens n'ont pas nécessairement les bonnes bombes pour aller toucher des infrastructures nucléaires qui sont très profondément enterrées. Seuls les Américains disposent de bombes adaptées pour cela, même si les Israéliens disposent quand même d'excellent matériel. Deuxième chose, ils ne veulent pas non plus que les infrastructures pétrolières soient touchées. Non pas pour ces infrastructures en tant que telles, puisque la production de l'Iran ne représente que 15% à peu près de la production mondiale, ça n'aurait pas nécessairement un impact majeur sur les cours du pétrole. Par contre, si de telles actions avaient lieu, les Iraniens bloqueraient le détroit d'Ormuz. Et là, on verrait sûrement le prix du baril doubler, s'envoler dans des proportions qui seraient déplorables pour l'économie mondiale. Voilà. Et puis surtout, les Américains ne veulent pas qu'il y ait de choses qui leur échappent avant les élections du 3 novembre. Et donc, j'ai envie de dire, on a encore quelques semaines devant nous dans lesquelles les choses semblent devoir être contrôlées. Après, je ne sais pas, c'est la véritable interrogation. Oui, une capacité d'influence sur les affaires politiques intérieures, mais c'est aussi un petit peu le cas en France. Est-ce que c'est ça aussi qui fait qu'on a une situation, alors certains parleront d'attentisme, d'autres parleront de complicité des capitales occidentales, du fait que finalement il ne se passe pas grand-chose de manière effective. On pourrait, j'imagine, avoir des positions un peu plus affirmées en typant des résolutions au sein de l'ONU ou en demandant peut-être un cessez-le-feu et non pas seulement un embargo sur les armes. Concernant les États-Unis, oui, mais il y a toujours deux choses. C'est que la création et le soutien à l'État d'Israël sont dans nos gènes, à nous, pays occidentaux, en raison des événements de la Seconde Guerre mondiale et à juste titre. Donc, pour les Américains, il n'y a absolument aucun doute. Ils soutiendront le plus longtemps possible Israël, même si effectivement cette politique à l'égard d'Israël est très largement influencée par la communauté juive américaine. C'est pas du tout le cas en Europe où, en proportion, nos communautés juives respectives ne sont pas des acteurs influents et ne viennent pas perturber, comme on peut le voir aux États-Unis, perturber ou influer le débat. Mais bien sûr, nous sommes aussi à la traîne des Américains, il faut être très clair. Ensuite, nous avons bien sûr des vieux liens d'amitié et de soutien à l'État hébreu, donc personne ne bouge. Et je dois avouer, comme on l'a vu ces derniers temps, quand on le fait de manière maladroite. Quand le président Macron, le 5 octobre, dit qu'il faut arrêter les livraisons d'armes à Israël, alors que jamais la France ne s'est prononcée pour un embargo, dire ça 2 jours avant l'anniversaire des massacres du 7 octobre, c'est quand même une énorme bévue. Bien sûr, Netanyahou et les Israéliens ont réagi de manière très virulente, ce qui n'est pas plus élégant et intelligent de leur part. Mais voilà, ça se serait fait 1 semaine ou 10 jours avant ou 10 jours après, et c'est quelque chose qu'il fallait dire, c'est très clair, mais à ce moment-là, c'est quelque chose qui est très maladroit. Je dirais que malheureusement, dans un pays comme la France, le poids de notre communauté d'origine musulmane est beaucoup plus important pour les leaders politiques que celle de la communauté juive. On l'avait vu dès la guerre du Golfe de 91 et 2003, où cette opinion finalement doit être prise en compte dans la prise de décision des politiques françaises sur les questions internationales.
Mais bien sûr, tous nos États continuent à soutenir Israël. Alors, il y a d'autres raisons. Nous avons aussi des collaborations importantes en matière de contre-terrorisme, notamment. Mais on voit bien que de plus en plus, il y a une exaspération et elle monte ces derniers jours avec les demandes de Tsahal à ce que la finule se replie et puis aux tirs qui ont eu lieu, accidentels ou délibérés, qui ont fait un certain nombre de blessés dans la force d'interposition des Nations Unies. Sincèrement, il y a une véritable exaspération qui monte, qui est très nocive pour l'État hébreu et son avenir, mais qui a aussi des conséquences tout à fait déplorables pour la communauté juive en France, puisque on voit les actes d'antisémitisme se multiplier, alors que nos compatriotes n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Alors certains le soutiennent, certains le critiquent, mais sont obligés de rester silencieux parce que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais voilà, je fais vraiment la part des choses entre les deux contextes. Où est-ce qu'on en est de la plainte qui avait été initiée par l'Afrique du Sud pour génocide? Alors j'ai vu qu'il y avait 13 pays qui ont annoncé en tout cas s'associer à la plainte. Alors je crois que les dernières en date, il me semble que c'est la Belgique et l'Espagne. Je crois que la France n'a pas encore annoncé s'associer à la plainte. Déjà, bon, on peut effectivement voir entre le discours d'Emmanuel Macron aussi hasardeux qu'il soit, effectivement, le 5 octobre à 2 jours de la commémoration, bon, déjà, et le fait effectivement d'avoir un discours d'un côté, puis finalement ne pas avoir de position de l'autre, est-ce que c'est cohérent? Où en est-on véritablement au niveau de l'effectivité de cette plainte? Qu'est-ce qui peut se passer? Vu qu'on a vu que depuis 1948, les résolutions de l'ONU n'étaient pas vraiment appliquées par Israël, quoi. Jamais Israël n'a appliqué les résolutions de l'ONU. Je crois même que c'est un des États qui a le plus outrepassé ces résolutions, avec parfois une argumentation qui semble paradoxale, et notamment celle d'avoir des frontières défendables. Ça peut être justifié sur un aspect militaire. Dans ce cas-là, il aurait été de bon ton que lorsque la Russie a considéré qu'elle n'avait pas des frontières défendables et que la menace de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN posait un problème de sécurité, nous aurions, au lieu de faire du deux poids deux mesures, appliqué les mêmes critères à Moscou. On aurait sûrement évité un conflit majeur qui a dévasté l'Ukraine et qui a eu un impact économique majeur en Europe. Non, alors encore une fois, il y a deux choses, c'est qu'en face d'Israël, il y a quand même des mouvements terroristes. Après, je ne rentre pas dans le débat, ces mouvements terroristes existent pour des raisons historiques suite à la création de l'État hébreu en 48. C'est un très long débat sur lequel je ne vais pas rentrer. Mais dans les raisons pour lesquelles nous, occidentaux et européens, nous soutenons l'État hébreu, c'est ça. C'est parce que il y a deux mouvements qui s'appellent le Hamas, le djihad islamique, le Hezbollah, bien sûr, que nous classons comme organisation terroriste, qui s'en prennent à un État lié. Donc, au niveau des relations internationales, la frontière est claire. Maintenant, effectivement, c'est le problème numéro 1 aujourd'hui. Cette politique, ces plaintes qui sont posées par les cours pénales internationales semblent fondées et légitimes. Je considère que le terme génocide est peut-être et probablement exagéré. On peut parler de massacre, on peut parler de ciblage, d'absence de prise en compte suffisante des dommages collatéraux, mais je pense qu'au sens juridique, un génocide, c'est vraiment la volonté délibérée d'éradiquer un peuple. Peut-être ce serait plus adapté de parler d'une forme d'épuration ethnique pour l'instant. Voilà, donc je suis pas assez juriste pour juger, mais le terme, d'abord, je trouve que les plaintes de la CPI qui visent aussi bien Netanyahou que Sinwar sont tout à fait justifiées, que le terme génocide est probablement exagéré et inadapté. Voilà. Maintenant, ce qui est très amusant, c'est que finalement, on s'aperçoit que la CPI ne sert pas à grand-chose dès lors que les Américains ne veulent pas appuyer. Et le plus drôle, ce sont que les Israéliens ont eux-mêmes déclenché des opérations pour mener des enquêtes sur la CPI. Ça montre bien qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans le système international en la matière. Voilà, alors que on a essayé d'instrumentaliser cette cour à 200% sur l'affaire ukrainienne à l'encontre de Moscou. Voilà, donc tout ça n'est pas très sérieux et n'est pas très crédible. Du coup, la France, elle, ne s'est pas associée à cette plainte. Ça peut se comprendre justement parce que il y aura pas vraiment d'effectivité derrière, ou parce qu'il y a encore un jeu là aussi d'un discours d'un côté et puis pas d'acte de l'autre. Enfin, comment comprendre ça? Parce que ça reste très flou en matière diplomatique, quoi, finalement. La France n'a plus de diplomatie ou c'est... Alors, la France n'a plus de poids. Et d'abord, elle n'a plus de diplomatie ici, encore un tout petit peu, mais elle n'a plus de corps diplomatique digne de ce nom, avec la réforme décidée par Emmanuel Macron, et elle a de moins en moins de points internationaux. Je dirais qu'en plus, ça va dépendre de l'évolution de la situation. Effectivement, il y a encore quelques semaines, j'aurais dit, il n'y aura pas de lâchage de la France sur ces points-là, mais si on voit se multiplier les actions offensives
israélienne et la guerre du Liban se continuer avec des millions de personnes quittant le Liban, se retournant en Syrie ou étant déplacées à l'intérieur, voire avec une offensive ou des frappes sur l'Iran, il y aura, je pense, une évolution à laquelle finalement, on ne s'attendait pas ces derniers temps. Mais pour le reste, la France ne peut pas basculer en premier parce que nous sommes malgré tout encore un pays qui compte. Et si effectivement, si la France avait été parmi les premiers, la première à rejoindre la plainte sur la CPI, ça aurait probablement entraîné d'autres pays. Et voilà, en raison des liens que nous avons avec Israël, c'est quelque chose que nous gardons en réserve au cas où il y a une dérive importante. Mais je ne pense pas que nous irons rapidement. Il y a une réelle volonté de paix. Alors, je ne sais pas si c'est véritablement avéré. Je crois que c'était le 3 octobre. Il y avait le journal, c'était l'Orient le jour, qui avait révélé que visiblement le secrétaire général du Hezbollah, Nasrallah, il avait accepté peu avant son assassinat par Israël la proposition. Il y avait une proposition américaine et française d'une trêve de 21 jours. Alors, du coup, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est en jeu là-dedans. Est-ce qu'on veut vraiment la paix ? Ça me fait un petit peu penser à ce qui se passe aussi avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ou qui se perpétue alors qu'on voit qu'il y a des négociations sur la paix, qu'on a l'impression que ce sont aussi les Occidentaux qui ne les font pas aboutir. Mais c'est terrible, c'est ça. Ça explique aussi pourquoi nous perdons notre crédit. Alors, quand on dit ça, on se fait traiter de pro-russe ou d'antisémite mais en réalité, on voit les erreurs stratégiques que commet l'Occident. Alors, sur cette question israélienne, sur l'affaire du Hezbollah, de Nasrallah et de la proposition de trêve, alors j'ai pas assez d'éléments, je me méfie des rumeurs et des déformations, donc là-dessus c'est difficile. La seule parallèle que l'on puisse faire, c'est que pendant très longtemps, l'OLP d'Yasser Arafat avait lui aussi inscrit dans ses gènes et ses textes qu'il était pour l'éradication totale de l'État hébreu. Le Hezbollah et le Hamas l'ont toujours dans leurs textes aussi. Leur but, c'est de faire disparaître les Israéliens de Palestine, du Jourdain à la mer. Mais il faut aussi rappeler que l'OLP a été capable d'évoluer à un moment donné, ce qui a permis un certain nombre de négociations. Maintenant, il y a quelque chose qu'on ne mesure peut-être pas assez dans la politique israélienne, c'est que pour pour les Israéliens, on ne peut faire une paix que si on est en sécurité. Alors que c'est vrai que dans notre démarche occidentale, on se dit d'abord il faut que nous parvenions à la paix et ensuite on pourra vivre en sécurité. Donc les Israéliens considèrent qu'il faut qu'ils soient en position de force, qu'ils aient éliminé beaucoup des menaces qui pèsent sur eux avant de pouvoir s'asseoir à une table de négociation. C'est une forme de logique que nous avons parfois du mal à comprendre, mais ils pensent d'abord à éliminer les adversaires armés, c'est le cas du Hezbollah et du Hamas, avant de négocier après avec des mouvements politiques qui, d'une certaine manière, accepteraient de ne plus recourir nécessairement à la force. Donc on est dans une logique de cette nature et je ne vois pas à court terme une négociation se mettre en place, surtout que pour l'instant les choses réussissent plutôt aux Israéliens qu'on réussit à déstructurer le Hamas en très grande partie, même si le Hamas renaîtra de ses cendres, ont aussi porté des coups fatals au Hezbollah. Voilà, donc j'ai envie de dire, les planètes étant d'une certaine manière alignées dans une disposition favorable à Netanyahou, il est très tenté de continuer. On a finalement, et comme pour l'Ukraine, mais dans une autre configuration, tous les ingrédients d'une guerre par proxy, finalement, non, entre les États-Unis, l'Iran et Israël. C'est proxy pour l'Iran, mais pas pour Israël. En la matière, les Israéliens frappent directement et c'est leur intérêt qui est en jeu, enfin selon la définition qu'ils ont de leur propre intérêt. L'Iran, oui, bien sûr, opère par proxy. D'ailleurs, de manière assez étonnante, qu'il les soutient du bout des lèvres, parce qu'il a déclaré par son ministre et par, je crois, le guide Ramenei à plusieurs reprises que le Hezbollah n'avait pas besoin que l'Iran s'engage à ses côtés, il était capable de combattre tout seul. Il utilise ces milices qui sont aussi bien en Syrie, en Irak, ainsi que les Houthis. Voilà, l'Iran ne veut pas, il l'a dit, ne veut pas s'engager directement parce qu'il sait qu'il n'aura pas gain de cause. Puis il faut rappeler que les deux pays n'ont pas de frontières, donc ça ne peut être que des frappes de missiles balistiques, des frappes aériennes, des actes terroristes d'un côté et des opérations spéciales de l'autre. Ça limite d'une certaine manière le niveau d'affrontement, mais ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas destructeur si les choses se déclenchent, puisqu'il montera assez rapidement aux extrêmes avec des missiles balistiques, voire nucléaires, on ne sait pas, qui pourraient faire des dégâts énormes. Ce à quoi je ne crois pas en l'état actuel des choses. Je voulais revenir aussi brièvement sur l'épisode des beepers.
des beepers piégés. On en sait un petit peu plus maintenant. On en sait l'essentiel. Il y a toujours des éléments qui échappent, mais d'abord, encore une fois, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les Israéliens, c'est une opération remarquable en matière de renseignement. C'est un chef-d'œuvre, voilà, technique. Je parle uniquement sur le plan technique. Oui, c'est une opération qui a été obligatoirement planifiée depuis de longues années. Alors probablement pas 20 ans, il faut pas, mais probablement 3 à 4 ans, qui a nécessité l'action de plusieurs services et vraiment des opérations extrêmement complexes. Tout laisse penser aujourd'hui, d'ailleurs la presse américaine s'en faisait l'écho, que les beepers ont été fabriqués et piégés en Israël même. Un certain nombre de sociétés fictives avaient été créées aussi bien en Bulgarie qu'en Hongrie et je crois dans un troisième pays qui m'échappe. Voilà, certains disent que peut-être même les Israéliens auraient fait en sorte que le beeper de la société taïwanaise inonde le marché pour faire en sorte que les prix soient très bas, que ça attire les gens du Hezbollah jusqu'à ce qu'ils passent commande. Et à ce moment-là, les Israéliens ont fabriqué chez eux ces milliers de beepers parce que on n'imagine pas qu'ils l'aient fait sur un tarmac d'aéroport ou dans une arrière-salle en Hongrie ou en Bulgarie. Et donc après, ils ont réinfiltré les réseaux de distribution du Hezbollah et jusqu'à ce qu'ils parviennent finalement à en donner à plusieurs milliers de personnes. Plusieurs éléments quand même sont intéressants à retenir. D'abord, on sait que juste avant qu'il soit éliminé, Nasrallah aurait fait exécuter une demi-douzaine de cadres responsables des approvisionnements du Hezbollah, parce que ça montre bien qu'ils avaient fait soit des erreurs, soit ils avaient été eux-mêmes recrutés ou par les Israéliens. Et puis, même si c'est une opération magistrale, c'est quand même un semi-échec, parce que les Israéliens, sur une opération de cette nature, savaient très bien qu'il fallait déclencher les beepers pour je dirais, décapiter le Hezbollah juste avant de lancer une offensive terrestre. Alors, ils ont lancé l'offensive terrestre 2 jours après, mais finalement, certaines sources nous disent qu'ils s'attendaient à faire beaucoup plus de victimes. Sur 3000 beepers, effectivement, il y a moins de... Il y avait, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres, mais je crois qu'il y a entre 10 à 30 victimes entre ceux qui sont morts sur le coup et quelques temps après. Il y a beaucoup de blessés qui sont dont les mains, la hanche ou les yeux ont été touchés, donc ils ne sont pas en situation de continuer le combat. Donc ils ont quand même très très largement affaibli le Hezbollah, mais par rapport à ce qu'ils auraient attendu, il y aurait une forme de réalisation inférieure aux effets qu'ils espéraient produire. Mais qu'est-ce que ça nous dit quand même finalement cet épisode? C'est que c'est quelque chose qui a été préparé de longue date. C'est oui, le niveau de sophistication ou c'est surtout ça a été... C'est préparé depuis très longue date, donc c'est déjà une idée remarquable. Il a fallu, d'abord, faire comprendre aux gens du Hezbollah qu'il ne fallait plus utiliser les téléphones. C'est vrai qu'un téléphone, c'est facilement écoutable, on sait vous localiser. Un beeper, c'est écoutable, mais on ne sait pas vous localiser par un beeper. Donc il a fallu qu'ils prennent conscience que c'était vulnérable, les amener à penser qu'il fallait qu'ils changent leur matériel. Alors est-ce que c'est venu d'eux? Est-ce que ça a été une influence du Mossad, ensuite les orienter vers un produit, les amener à commander ce produit, trouver la manière de piéger le produit, et tout ça, ça veut dire qu'en amont il y a des missions de renseignement humain et technique qui ont été très importantes, une infiltration au sein du Hezbollah aussi qui a été forte. Alors elle a pu se réaliser finalement grâce à la situation en Syrie. Parce qu'il faut rappeler que jusqu'à 2011, le Hezbollah était une boîte noire. C'est un mouvement qui n'était présent qu'au sud Liban, avec des liens très très forts, une paranoïa en matière de contre-espionnage qui rendait difficile la pénétration d'agents de services adverses. C'était un vrai défi pour les services israéliens. Puis dès lors que le Hezbollah s'est engagé en Syrie en soutien au régime de Bachar el-Assad, d'abord il a fallu étendre les lignes de communication. Donc les Israéliens ont pu commencer à intercepter davantage les communications du Hezbollah, reconstituer des organigrammes, identifier des individus. Et puis vu que les troupes du Hezbollah étaient engagées de manière militaire en Syrie, ils ont connu des pertes. Et à partir du moment où ils ont connu des pertes, ils ont dû recruter de nouveau. Et là, les Israéliens ont pu s'infiltrer dans leur dispositif. Donc voilà, c'est à la fois une opération magistrale et qui a su aussi tirer de ce qu'on appelle le renseignement des conditions favorables. Alors, bien sûr, ça entraîne une paranoïa actuelle très importante au sein du Hezbollah, mais aussi en Iran. La manière dont les Israéliens ont pu piéger la maison des hôtes internationaux à Téhéran, dans laquelle se trouvait Haniyeh, mais également recruter le chef de l'unité anti-Mossad et une vingtaine de ses collaborateurs côté iranien, c'est quelque chose qui est encore une fois remarquable sur un plan renseignement, et ça entraîne une paranoïa et ça a entraîné des purges au sein des services iraniens ces dernières semaines.
Je voulais juste revenir un petit peu sur la voie diplomatique. Une voie qu'on a bien peu entendue, c'est celle de l'Union européenne. Alors pourquoi ce relatif retrait? Alors on se rappelle que il y a un an, je crois que c'était en octobre, Ursula von der Leyen était venue en Israël, a priori pour discuter de l'approvisionnement en gaz. Elle était déjà venue en 2022 aussi en Israël pour les mêmes raisons, l'approvisionnement en gaz suite à la guerre aussi en Ukraine, puisque l'approvisionnement en gaz a été coupé venant de la Russie. Est-ce que ces considérations économiques, énergétiques rentrent en ligne de compte selon vous? Comment on peut expliquer finalement le silence de l'Union européenne là-dessus? On ne l'entend absolument pas sur le Proche-Orient. D'abord, le silence de l'Union européenne, il a deux origines. La première, c'est que l'Union européenne, en tant que système diplomatique, ne pèse quasiment pas. C'est pas Joseph Borrell comme ses prédécesseurs qui pèsent sur la scène internationale. Il faut être très lucide. Et puis, l'Union européenne est tellement à la traîne et entre les mains des intérêts américains, ou en tout cas s'aligne sur la politique américaine, qu'il ne faut pas s'attendre à une prise de position de l'organisation, d'autant même s'il y a des tirages en interne, puisqu'un certain nombre de pays qui ont soutenu l'initiative de la CPI sont membres de l'Union européenne. Maintenant, concernant le voyage de von der Leyen, je pense qu'il y a trois éléments qu'il faut avoir à l'esprit. J'ai pas le dessous des cartes, mais je formule des hypothèses. La première, c'est que Madame von der Leyen est allemande, elle est ancienne ministre de la Défense allemande, et la politique et le soutien des Allemands à Israël pour des raisons historiques que nous connaissons tous, tout ça c'est très fort, notamment les sous-marins classe Dolphin qui servent à envoyer des missiles balistiques nucléaires des Israéliens sont fournis par l'Allemagne, donc là il y aura un soutien toujours très fort de la part de Berlin à Tel Aviv. Deuxième aspect, il faut savoir que une partie du budget de recherche de la défense israélienne est financée par la Commission européenne, puisque les Israéliens répondent à des appels d'offres et apparaissent ou bénéficient d'un certain nombre de contrats parce que c'est le soutien de l'Union européenne à l'État hébreu. Et puis le troisième aspect, c'est l'approvisionnement en gaz, vous le disiez, et ça veut dire les relations avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est quand même un État totalitaire, un État qui a violé la charte de l'ONU et le droit international en reprenant de vive force et en faisant une véritable épuration ethnique contre les Arméniens du Haut-Karabakh, sur lesquels, encore une fois, l'Union européenne était totalement silencieuse. C'est un État, bien sûr, qui nie le génocide des Arméniens de 1915, mais il se trouve que c'est le principal allié des Israéliens dans la région, puisque l'État hébreu lui achète une grande partie de son énergie et c'est un des principaux clients de l'industrie d'armement israélienne. Alors c'est dénoncé par un certain nombre de personnes en Israël, notamment par le journal Haaretz qui est situé à gauche sur l'échiquier israélien. Alors c'est assez scandaleux là aussi sur un plan éthique. L'État hébreu qui d'ailleurs n'a jamais reconnu officiellement le génocide arménien. Là aussi on se demande quelles sont les valeurs humaines parfois qui les amènent à une cité ou en tout cas un silence aussi fort, et alors même que les Arméniens du Haut-Karabakh étaient en train de subir une attaque militaire majeure de la part de la Turquie, de l'Azerbaïdjan avec le soutien de la Turquie, Israël continuait à livrer des armes à l'Azerbaïdjan. Donc là on est sur des choses qui sont assez scandaleuses, qui montrent finalement l'égoïsme superbe de nos amis et alliés israéliens dès lors que leurs intérêts sont en jeu. Donc ça a probablement été aussi un sujet, puisque bien sûr Madame von der Leyen s'est rendue à de nombreuses reprises en Azerbaïdjan, qui nous fournit du gaz, mais c'est un peu comme l'Inde, une partie du gaz fourni par l'Azerbaïdjan vient de Russie. Voilà, donc c'est une façon de contourner les embargos que nous avons décidés et dans lesquels nous avons été piégés nous-mêmes. En fait, il y a un parallèle très fort entre les deux conflits en Ukraine et au Proche-Orient, au niveau politique, mais aussi au niveau médiatique, entre finalement ce qui est dit, ce qui est retranscrit dans les médias, et la réaction de la société, des populations, notamment françaises, et qui est loin d'être uniforme. Mais vous avez raison, il y a énormément de parallèles. À la fois, ce sont deux conflits extrêmement complexes dans lesquels finalement l'ambiance, qu'elle soit médiatique ou politique, ne permet pas de prendre des positions mesurées. On va le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il faut être soit pro-ukrainien et cracher sur la Russie sans chercher à comprendre si finalement, et pareil sur la question
question israélienne, alors que les choses sont plus complexes et qu'on doit être plus mesuré. Mais il y a une raison simple à cela, c'est que finalement, dans les deux cas, on va retrouver les Américains, entre guillemets, quand on parle de l'Occident, c'est toujours Washington qui est derrière. Et puis, dans les deux cas, les Américains se retrouvent eux-mêmes en partie piégés par les gens qu'ils soutiennent. C'est-à-dire que Netanyahou est en train d'échapper au contrôle américain et a finalement autant de marge de manœuvre qu'il le souhaite. Il pourrait entraîner les Américains dans un conflit régional avec l'Iran. Mais de la même manière, sur le front russe, Zelensky, qui a maintenant peut-être moins de pouvoir qu'il en a eu à un moment donné, mais par certaines décisions inconsidérées, pourrait lui aussi entraîner l'Occident dans un affrontement un peu plus grave que ce que nous connaissons avec la Russie. Donc encore une fois, ça veut dire que les Américains sont des apprentis sorciers, qu'ils créent des situations en espérant qu'elles vont déboucher sur quelque chose qui leur sera favorable, et puis derrière ça, elles leur échappent en grande partie, voire en totalité. Oui, puis après, ensuite, ils se retirent et finalement, ce qu'on voit en tout cas pour l'Ukraine, puisque je crois qu'ils sont quand même tout doucement annoncé leur désengagement, tout au moins financier. Alors l'Allemagne aussi a réduit son aide, mais au final, on se retrouve avec une Union européenne qui, même si les montants étaient moins importants que les États-Unis, qui se retrouvent à continuer à abonder sur la guerre en Ukraine, alors qu'on voit que les États-Unis commencent à se désengager. On verra ce qui va se passer effectivement en novembre et plus particulièrement après en janvier, lors de la prise de fonction, si c'est Trump ou pas qui passe. Nous, on a toujours cette impression d'être un petit peu les dindons de la farce, quoi, finalement, d'avoir les Américains qui initient des conflits. Nous, effectivement, on vient abonder derrière, et au final, on retrait des Américains et avec une situation peut-être très très problématique. En tout cas, on l'a vu avec le dernier rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne sur le budget de l'Union européenne. Nous sommes les dindons de la farce, oui, mais en même temps, on a bien cherché la manière dont Angela Merkel et François Hollande ont saboté les accords de Minsk, d'une part, la manière dont dès 2014, nous avons soutenu le coup d'État de Maïdan en Ukraine. Je rappelle que c'était le renversement d'un président démocratiquement élu avec des observateurs de l'OSCE, ce qui était le cas d'Yanukovych, est un coup d'État, même si Yanukovych était une fripouille corrompue, d'ailleurs comme tous ses prédécesseurs ukrainiens que soutenait l'Occident. C'est le plus grand des paradoxes. Ce pays n'a jamais été une démocratie. Et il ne l'est encore moins aujourd'hui. Le président Zelensky n'est pas élu légalement, n'est plus élu légalement. La manière dont les Ukrainiens se sont comportés vis-à-vis des populations russophones est une violation, encore une fois, de la Charte des Nations Unies. On n'interdit pas à une population aussi importante l'usage de sa langue. On ne cherche pas à reprendre le contrôle d'une zone par la force armée parce qu'il n'y a pas eu de négociation. Donc nous sommes dans des contradictions les plus évidentes. Malheureusement, bien sûr, nous sommes les dindons de la farce. On en porte une part de responsabilité, pas tout évidemment, mais là les Américains, comme d'habitude, qui eux travaillent par proxy parce que ils ont réussi à nous appliquer, nous Européens, comme de véritables proxys. Et bien sûr, on en paiera le prix fort le jour où ils se retireront pour plusieurs raisons. D'abord parce que notre économie a été très largement touchée alors qu'elle a permis à celle des États-Unis de faire des bénéfices. Et puis, nous ne bénéficierons pas autant de la reconstruction, si reconstruction il y a, que les Américains qui seront encore les acteurs majeurs sur la situation. Et puis, les relations avec la Russie, entre la Russie et les États-Unis se rétabliront un jour parce que ce sont des pays qui ne peuvent pas ne pas négocier. Est-ce que les relations entre la Russie et les pays de l'Europe se rétabliront aussi vite? Je n'en suis pas sûr. Donc voilà, on a effectivement perdu sur toute la ligne. Et d'ailleurs, on voit bien que les élites européennes sont de plus en plus alignées sur les Américains et silencieuses quand il s'agit de critiquer leur politique. Merci beaucoup, Éric Denessé.